l'aéroport, les larmes ont brisé nos visages, ont noyé nos yeux, parce que ces dernières m'ont rappelé à quel point les autres ont pu souffrir dans les brutales lorsqu'ils ont été déportés, arrachés à leur famille, kidnappés, et par la suite lorsqu'ils ont dû endurer une vie d'enfer à côté de laquelle les autres crimes de l'humanité peuvent paraître comme étant, comme je le pense, des crimes mesurés par rapport à la barbarie et l'immensité infinie de la souffrance que notre peuple a connue pendant plus de 4 siècles. Je ne peux commencer cette conférence sans rendre un hommage, et je vais vous demander de faire pareil pendant 1 minute si vous le permettez, que chacun se lève pour rendre hommage à nos ancêtres. En l'honneur des hommes et des femmes qui ont été arrachés à leur famille, à la terre d'Afrique, qui ont été arrachés à leurs femmes, à leurs enfants ou à leurs maris, à leur père ou à leur mère, pour le profit d'une oligarchie dont la seule religion était l'argent. Je vous demande, s'il vous plaît, silencieusement, d'observer cette minute de silence. Il y a une question de fond qu'il faut se poser. La première de ces questions à laquelle nous devons donner une réponse, c'est notre responsabilité ou notre irresponsabilité. Si nous sommes ici présents aujourd'hui dans cette situation, nous pouvons nous plaindre des élites. Nous pouvons parler pendant longtemps sans avoir à citer des noms de M. Victorien Lurel, de M. un tel, etc. On pourrait le faire pendant des années. Mais on dit toujours que le peuple a les élites qui méritent bien souvent aussi. Pourquoi je pouvoir se dire? Et ce que je dis ici, c'est ce que je dis partout en Afrique où je voyage. Nous nous plaignons des dictateurs. Les indépendances ont été soi-disant effectuées dans les années 60. Mais des années plus tard, nous sommes dans une situation qui est encore plus catastrophique que pendant la période de la colonisation. Qui sont les responsables? Nous avons toujours stigmatisé l'homme blanc. Nous avons toujours stigmatisé l'Occident. Il faut qu'on soit capable aussi de se regarder dans une glace. On dit toujours que la marche. On dit toujours que la marche, c'est quelqu'un qui dit cette personne. Non, notre peuple n'a peur de dévoiler aucune vérité. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont. Et ça ne permet pas à l'Occident. Nous passons notre temps à nous tirer dessus les uns sur les autres. Nous n'avons pas peur de sortir une arme pour tirer sur nos frères, mais vous avez peur de parler de cet individu. Nous passons notre temps à faire de la musculation, à nous mettre de l'huile sur le corps pour monter le muscle, mais nous avons peur de parler de cet homme-là. Comment pouvons-nous accepter qu'une entité soit capable de diriger toute notre population de siècle en siècle, de père en fils? Pendant combien de temps allons-nous accepter que l'injustice sociale puisse continuer à régner dans les sols où nous sommes installés? Si nous disons que l'esclavage est terminé, son monopole doit être terminé aussi. Si nous disons que l'esclavage est terminé, le règne de la note doit rester pour jamais. Si nous disons que l'esclavage est terminé, cet individu doit accepter que les richesses du pays soient partagées. Si l'esclavage est terminé, il ne doit pas y avoir une minorité qui possède tout, alors que la majorité ne possède rien. Alors si l'esclavage est terminé, il est temps plus que jamais de nous organiser. Les nôtres ont travaillé pendant des siècles. Gratuitement. Sous les coups de feu. Sur les sols quotidiens. Mais ils ont toujours en plus de continuer à nous parler comme si les esclaves étaient encore présents aujourd'hui. Et quand on leur dit on veut plus de justice, ils nous traitent de racistes. Mais je le dis, je le répète, au XXIe siècle, nous n'avons que faire de leur étiquette. Si être pour la justice sociale, c'est être considéré comme raciste par l'État français, alors je suis fier d'être raciste dans leur cas. Lorsque le violeur
Lorsque le violeur accuse sa victime de se débattre violemment, et l'accuse de violence, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Vous violez quelqu'un lorsque votre proie se débat, essaye de bruyamment résister. Le violeur vous dit arrête de crier, tu cries trop fort, tu es trop violent. Laisse-moi te violer quand même calmement. C'est ça ce qui se passe sur le terre. Lorsqu'on réagit, il faut traiter d'extrémisme. Mais quel droit ont-ils de nous qualifier ainsi, alors que c'est le peuple qui a le plus terrorisé l'humanité plus que jamais. Quand je dis ça, certains disent tu es anti-blanc. Anti quoi? Vous avez déjà connu des Noirs qui ont assassiné en masse des Blancs? Vous avez connu des Noirs qui ont esclavagisé des Blancs? Comment aussi qualifier d'aussi blancs? Comment des gens qui ont détruit l'humanité, qui ont quasiment effacé de la surface de la Terre les Indiens, qui ont esclavagisé pendant des siècles les Noirs, qui ont violé nos mères, les filles, les sœurs, va-t-il se permettre de nous dire que nous appelons racistes, que nous appelons intimidés pour les femmes? Cette année 2018, je le dis, je le répète, est le début de la fin de ce dernier. Ou alors qu'on nous crève. On nous crève. Voilà. Nous avons suivi Kémy Séba. Il a dit pas mal de choses, très fort. Que Dieu bénisse Kémy Séba. Nous allons passer maintenant à quelque chose de très important. Oui, très important, l'histoire. Oui, nous allons regarder cela. Très important, et après, nous passerons à autre chose. Vive la vérité, car la vérité vient de Dieu. Ce soir, suite de notre collection sur la contre-histoire de la France outre-mer, avec un sujet sensible, la place de l'enseignement dans la colonisation. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Archipel. Au XIXe siècle, la France devient un État-nation. Alors il lui faut un mythe fondateur, un récit, une histoire qui dit aux Corses, aux Bretons ou aux Auvergnats, voilà qui tu es. Ce sera Vercingétorix et ses compagnons, les Gaulois. Partout, on impose deux choses. Un modèle, l'école de la République, et une langue, le français. De la Réunion à la Guyane, en passant par les Antilles et le Pacifique, nos ancêtres les Gaulois ont colonisé les esprits. C'est un documentaire de Dorothée Lachat. Nu vai sei Gilles qui continue sur Grand Mercal en et aussi on va dire en créole. Elle y commence. C'est une histoire d'écoliers qui apprennent à parler, à lire et à compter dans leur langue maternelle. La scène peut paraître banale, mais en Outre-mer, c'est révolutionnaire. Pendant plus de 2 siècles, la métropole a interdit aux enfants d'utiliser le créole à l'école, sous peine de bonnet d'âne ou de coups de fouet. À l'école des colonies d'outre-mer, seul le français a droit de citer. L'histoire de la colonisation des terres lointaines en cache une autre, encore amère, celle de la colonisation des esprits. C'est bien à l'école que commence l'histoire de ce grand lavage de cerveau, une histoire faite de héros blancs, de hussards noirs,
d'enfants qui rêvaient d'aller à l'école. Il est beau, il est fort, il est grand. Il s'appelle Vercingétorix. Il n'est pas corse, il n'est pas breton, ni basque. Il vient des Arvernes, d'Auvergne. Depuis la Troisième République, c'est aussi notre premier ancêtre gaulois. Le premier français, en quelque sorte. Fini Clovis, les Francs et autres dynasties royales. L'histoire doit commencer avec Vercingétorix, le père d'une France une et indivisible. Il a rendu les armes à Alésia, mais il l'a fait en héros face à César. Un héros comme la grande histoire les aime, un héros facile à exporter dans les écoles de l'Empire. Le livre d'école, c'était les histoires de France, de Jeanne d'Arc, voilà, de Louis XIV, Louis XIII, voilà, tous ces personnages-là. Nous, on ne comprenait rien. On suivait ce que le maître nous enseignait, quoi. On ne comprenait rien. Bon, on apprenait, on savait qu'on apprenait l'histoire de France, les ancêtres. On disait nos ancêtres les Gaulois. Maintenant, je rigole, mais à l'époque, je ne faisais pas attention. Que j'étais noire, j'apprenais l'histoire. J'apprenais que... on m'a inculqué que mes ancêtres étaient Gaulois, alors que mes ancêtres étaient des Kanaks. Maintenant, avec le recul, ouais, ça me fait rire. Et mon père, qui était enseignant, l'enseignait pareillement. Nos ancêtres étaient les Gaulois. Et mais si la mémoire rancunière du colonisé retient cette phrase, nos ancêtres les Gaulois, c'est parce que ça, quelque part, l'esprit a été marqué. Si les esprits ont été marqués, c'est parce que la France a exporté dans ses colonies d'outre-mer une institution, l'école. Depuis la Révolution française, la métropole nourrit un grand projet, l'école pour tous. Mais le développement de l'école reste lent et inégal, et en outre-mer, comme souvent, la situation est exacerbée. Nous sommes au début du 19e siècle, l'école est alors réservée aux Blancs, enfants de colons aisés ou d'engagés des villes pauvres françaises. Ces élèves n'apprennent pas encore l'histoire des Gaulois, mais celle des Saintes Écritures. Laissée pour compte la plus grande partie de la population servile, ces enfants d'esclaves déportés d'Afrique. En droit, dans la société servile, l'esclave est un meuble. Bon, Aristote disait qu'il est un objet, mais un objet animé. Donc la question de la scolarisation des enfants d'esclaves ne se pose pas. Elle va commencer à se poser quand il est à peu près acquis en Europe que l'esclavage en tant que système est condamné. Et qu'il convient dès lors de préparer cette abolition. Avril 1848, un homme prend les choses en main. Le sous-secrétaire d'État à la marine et aux colonies, Victor Schœlcher, rédige le décret d'abolition de l'esclavage, une mesure qui prend effet aux Antilles et à la Réunion. Dans ces vieilles colonies françaises, c'est la révolution. Le noir n'est plus synonyme d'esclave. Une nouvelle société coloniale peut voir le jour. Une société dans laquelle l'ancien esclave, l'affranchi, aspire à devenir l'égal du maître, à rejoindre les bancs de son école. Ça a été extrêmement compliqué, parce que Schœlcher, dans l'un de ses ouvrages, donne au moment de la libération des esclaves le nombre d'esclaves, le nombre d'enfants esclaves scolarisés. Et il est ridicule, très proche de zéro. Et donc à ce moment-là, lorsque la société donc va se transformer, puisque on rentre dans une nouvelle ère qui est ce qu'on appelle l'ère coloniale, on dira à ce moment-là, ce sont des hommes désormais, mais ce ne sont pas encore des citoyens.
parce qu'il leur manque cette chose essentielle, l'école. À compter de 1848, tous ont droit à l'école. La réalité fonctionne tout autrement. Des écoles sont implantées un peu partout sur le territoire de la Guadeloupe, mais en nombre nettement insuffisant. Il n'y a pas, à ma connaissance, 30% d'enfants en âge d'être scolarisés à fréquenter les écoles. L'école est devenue un droit, mais au lendemain de l'abolition, les écoles se font encore rares, les écoliers aussi. Pour la bonne société coloniale, l'affranchi est une menace, le racisme est à son comble. Et avant de voir les enfants des anciens esclaves rejoindre les salles de classe, encore faut-il trouver les enseignants pour les y accueillir. La question qui se pose, c'est de savoir à qui va être confiée leur instruction. Eh bien, pour un certain nombre de raisons, ce sont toujours aux congrégations enseignantes, celles des frères, des écoles chrétiennes pour les garçons, celles des sœurs de Saint-Joseph de Cluny pour les filles, et d'une autre congrégation qui a été fondée localement, celle des filles de Marie, que sont confiées l'instruction des enfants des affranchis. Ce sont des religieux qui tiennent ces écoles-là, et pour les autres, l'école dite l'école laïque, l'école publique, elle ne fait que de timides apparitions à cette époque-là. Au départ, ce sont surtout des prêtres qui font l'école en Outre-mer. La religion catholique y est omniprésente. Des Caraïbes à l'océan Indien jusqu'au Pacifique, les missionnaires se sont installés partout, parfois même avant les administrations coloniales. Ils se sont emparés de l'instruction des populations, ce qui a pas mal facilité leur entreprise d'évangélisation massive. Mais les intérêts de l'Église ne vont pas toujours dans le sens de la société coloniale. Voilà. En tout cas, bravo à Léopold II. Il a fait un bon travail, Léopold II. L'aliénation totale. Les églises. Voilà. Les missionnaires. On parlera toujours de missionnaires. Là, c'est dans les îles aux Antilles. Voilà. L'Église catholique. L'éducation qui est un droit, mais au fait qu'il n'est pas acquis à tout enfant noir entier. L'éducation est un droit parce que les Antilles, c'est la France. Mais est-ce que les enfants vont vraiment à l'école? Pas tous. Pas tous. Parce que l'homme béquet est égal. Enfant blanc né en Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs dans les îles françaises, ils se disent des dieux. Ils sont chefs d'entreprise et ils maltraitent les Noirs. Aux Antilles, les Noirs antillais sont malmenés. Des esclaves, car il y a pas mal des Antillais contre les journalistes français. Les posent des questions aux Antilles. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la maltraitance que vous êtes en train de subir? Ils disent, nous savons bien que nous sommes toujours des esclaves. Voilà, la vérité doit être dite. Et c'est ce que les Occidentaux, 666, parce que moi, le tiers africain, ma mère, elle est de Paris. Regardez mon teint. Mais mon père est noir. Je suis né au Congo-Brazzaville. Et je suis fier. Je suis né dans la terre dans la terre des ouins de Dieu. La terre Congo. Je suis fier d'être un métis, mais un métis qui se lève contre l'homme blanc qui tue les Noirs, contre l'homme blanc
qui maltraite l'homme noir. Je suis fier de ce que je fais. Dieu m'a créé pas pour venir sur cette terre, une terre passagère, une terre qui n'appartient à personne, une terre où ce que le matériel ne va pas sauver les âmes des êtres humains. Non, je suis dans cette terre pour un but précis. Un but précis, qu'on respecte l'homme noir. Je suis venu sur cette terre qui est une terre barbare. Une terre où l'homme blanc est barbare. Barbare de naissance, barbare jusqu'au XXIe siècle. L'homme blanc ne fait pas sa barbarie en Europe, ni aux États-Unis. Il va la faire où? En Afrique. Il va la faire en Afrique. Nous voyons bien le Congo RDC. Pillage des minéraux. La femme est devenue une arme de guerre des viols. Nous voyons cela, les mêmes résultats. Au Congo Brazzaville, on viole, on tue. Au Cameroun, pareil. Au Togo, pareil. Côte d'Ivoire, pareil. Toute l'Afrique va mal. Mais est-ce que les gens qui sont jaloux, les gens qui ont la haine, est-ce que ils peuvent pointer de doigt l'homme blanc? Tous des peureux. Mais ils s'attaquent à qui? Ils pointent qui? Ils veulent écraser qui? Moi, le tiers africain. Vous êtes sûr que vous pourrez m'écraser moi? Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. La colère de Dieu, la foudre va s'abattre contre vous. Écoutez-moi bien. Parmi vous, vous dites que vous êtes des combattants, des résistants. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des gens au chemin juste du pouvoir. Vous voulez qu'on enlève les mauvaises racines? Comme ça, vous allez ramener d'autres mauvaises racines. Mais c'est ça, la vérité doit être dite. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous regarde, parce que Dieu m'a donné un don, dès que je regarde un être humain, je sais s'il est bon ou s'il est mauvais. Je le sais, parce que Dieu m'a donné ce don de regarder les gens et de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Je suis sorti d'une famille immensement riche qui ont eu l'argent. Je pouvais être à côté avec les dictateurs, mais je ne suis pas avec les dictateurs. Mais ça doit un peu vous tourner un peu la sauce. Vous les jaloux, vous les haineux, il y a des gens qui utilisent ma photo pour pousser Sassou. Mais pourquoi vous n'utilisez pas vos propres photos? Utilisez vos propres photos où est-ce que vous allez pousser Sassou. Hein? Toi, BKMB. Pourquoi tu n'utilises pas la photo de Richard Baudry? Richard Baudry, utilise la photo de Richard Baudry. Pourquoi tu n'utilises pas ta propre photo, mais tu utilises la photo du tien pour pousser Sassou? Mais attendez, mais quand je vais venir à Paname, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre, cette diaspora pourrie. Et si Sassou est toujours là, c'est par rapport à vos bêtises. Vos bêtises. Vous n'êtes pas capable de faire un travail soigneux et correct pour dégager 8%. Mais ce que vous voulez faire, c'est prendre les images des gens et de faire passer ces gens-là comme s'ils étaient vos outils, hein, de vos travail de bidon. Parce que vous n'êtes pas capable de faire un travail soigneux pour dégager Sassou. Le message est clair. Vous êtes dans des salles en train de remplir que des documents. Mais quand Sassou était venu à Paris pour la conférence de Emmanuel Macron, le changement climatique, vous étiez où? Est-ce que vous étiez devant l'hôtel de Sassou? Niet. Vous n'étiez pas là-bas. Vous n'étiez pas là-bas. Est-ce que ceux qui font les métros, les trains pour parler de l'Afrique, est-ce que vous étiez là-bas? Vous voyez?
Vous voyez? Vous n'étiez pas devant Sassou, l'hôtel. Roca Roca, le musicien de Sassou, quand il est venu sur Paris, tout le monde, la plupart, ils étaient là. La plupart, mais pas tout le monde des salles, des documents. Donc vous faites hyperement honte. Vous êtes des gens haineux. Ce que vous savez faire, monter les gens qui sont amis avec les autres dans les pages Facebook, amener la haine et la haine, c'est ce qui vous intéresse. Pourquoi? Parce que vous avez le venin de la haine, la jalousie. Vous avez le venin de l'homme blanc. Vous avez la haine. Mais écoutez-moi. Moi, le Tché africain. Vous voyez Kémy Séba. Kémy Séba, la véracité qu'il a. Hein? Moi, j'ai une véracité de plus en plus féroce que Kémy Séba. On ne provoque pas un chat endormi. On ne provoque pas un chat endormi. Et je dirais ceci, on ne provoque pas une panthère qui est calme. On ne provoque pas une panthère. Parce que moi, le Tché africain que vous voyez là, je ne connais pas la peur. Je ne connais pas la peur. Ce que j'ai eu à faire dans les transports en France, ce que j'ai eu à dire au peuple français, qui sont mes parents, par rapport à la dictature d'Hollande, le corrompu, la pute, en Afrique, qu'il était en train de faire, tuer les gens. Ce que j'ai eu à dire devant des policiers et des CRS et la DST, à la gare du Nord, sur l'histoire d'Adama Traoré, qui a été tué dans le véhicule des gendarmes. Aucun noir ne l'a fait dans l'histoire de France. Même les gens des services de renseignement, ils ont dit, nous connaissons ce monsieur-là, mais il a un charisme d'un guerrier, il ne craint rien. Voilà. Donc, vous les jaloux qui s'hasardez à vouloir jouer avec moi, connaissez-vous qui étaient mes ancêtres? Connaissez-vous réellement qui était un Simon Kimbangu? Connaissez-vous réellement qui était une Kimpavita? Parce que la plupart, ils aiment bien avoir les titres. Ça s'appelait Amazon. Mais Amazon, est-ce que une Kimpavita ou est-ce qu'une Winnie Mandela avait la haine, la jalousie et la haine? Non. 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 Quand je vous vois, vous la plupart de soi-disant des combattants, des résistants, hein? Mais vous êtes plus dangereux que l'homme blanc parce que vous avez le venin de la haine, de la méchanceté que l'homme blanc a. Quand je vous vois, je bouge la tête. Quand je vous vois, c'est à cause de vos combines. Si le président Gbagbo est toujours à la CPI, c'est à cause de votre haine. Si Blé Goudé est toujours à la CPI, parce que vous êtes remplis de la haine. Vous êtes remplis de la haine. Je regrette que Dieu m'a donné un charisme de me lever pour le peuple noir, parce que vous êtes mauvais. Si Martin Luther King était assassiné, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, c'est à cause de votre haine. Peuple noir. Le noir connaît la haine, la jalousie, le venin de l'homme blanc. Oui. Vous vous dites, le Tché africain s'est levé dans un combat de l'Afrique et je dois être votre esclave. Non. Je ne suis pas votre esclave. Vous voulez être l'esclave de l'homme blanc? Soyez l'esclave de l'homme blanc. Je ne suis pas votre esclave. Et je ne le serai jamais. Écoutez-moi bien. Les maîtres d'esclaves, ils sont en Afrique. Ceux qui maltraitent l'homme noir. Ceux qui tuent l'homme noir. Et vous,
vous faites partie parce que vous êtes en train de rendre service au boulot de l'homme blanc. Comment il maltraite l'homme noir sur la surface de la terre. En Afrique, on tue les Noirs. Au Maroc, on tue les Noirs. En Libye, on tue les Noirs à cause de votre haine, la jalousie. Au lieu que vous puissiez vous attaquer à Kabila, vous attaquez une personne comme moi. Hein? Vous faites des directs sur les réseaux sociaux. Dès que j'essaye de rentrer dans vos réseaux sociaux, vous dites voilà, hein, un Kabila vient de rentrer. Mais moi, je ne suis pas Kabila, regardez-moi bien. Est-ce que mon visage ressemble à Kabila? Moi, j'ai les traits bantous. J'ai les traits bantous, regardez-moi bien. Est-ce que Kabila a un trait bantou? Les espèces de pourriture que vous êtes. Vous êtes des pourritures. Pendant que Patrice Lumumba a été tué par l'homme blanc belge et les Américains et les Français et les Allemands de merde. Ils ont des dents de Patrice Lumumba. Au lieu que vous cherchiez à combattre ceux qui ont tué Patrice Lumumba, vous vous attaquez à moi. Vous êtes la honte. La honte. Les réseaux sociaux, la plupart, vous êtes dans les réseaux sociaux, mais on ne vous a jamais vu dans les terrains. La plupart qui font des grandes gueules dans les réseaux sociaux, on ne vous a jamais vu dans les terrains. Jamais. Vous êtes des peureux. Est-ce que vous pouvez aller crier à Total? Est-ce que vous pouvez aller crier à Areva? Ce que moi j'ai eu à faire. Vous n'avez pas des couilles. Mais ce que vous savez faire, c'est de rentrer dans les pages de mes amis. Hein? Et de les monter contre moi. Monter un à un et une à une contre moi. J'ai pitié de vous quand je vous regarde. C'est de rentrer dans la page de Suzanne Bara et de monter Suzanne Bara contre moi. Mais est-ce que Suzanne Bara c'est ma femme? Elle n'est pas ma femme. C'est une amie que j'ai prise comme une sœur. Comme une sœur. Mais si l'Afrique se trouve où elle est, parce que vous êtes mauvais, et vous la plupart, vous encouragez ce que les Blancs font en Afrique. Vous la plupart, Kémy Séba vous connaît. Quand Kémy Séba regarde la majorité des Africains noirs, Kémy Séba sait que parmi les Africains noirs, il y a pas mal de traîtres. Kémy Séba le sait. Mes amis qui ont créé anti-négrophobie, hein, anti-négrophobie, je vais vous montrer ce tapis. Mes amis qui ont créé, qui sont en France, qui ont créé Brigade anti-négrophobie. Hein? Ceux qui ont créé Brigade anti-négrophobie. Hein? Mes amis qui ont créé Brigade anti-négrophobie. Ils connaissent qui est l'homme noir africain. Ils savent que ce que nous sommes en train de subir, parce que l'homme noir a la haine, la jalousie. Hippolyte Kalembe, alias voleur du nom de Kabila, quand il regarde les résistants, les combattants, avec les Sassou, les Kabila, hein, Sassou et Ali Bongo et Paul Kagame et tous les dictateurs, quand ils regardent la résistance, ils rigolent. Parce qu'ils savent que dans la résistance, ils ont des gens à eux qui travaillent pour eux, pour casser ceux qui font un travail terrible, ceux qui pointent de doigt le traitement que l'homme blanc fait en Afrique et donne la possibilité aux Marocains et aux Libyens de tuer les Noirs. La vérité doit être dite. Quand je vous vois, je pleure, mon cœur pleure. Quand je vous vois, vous êtes remplis de la haine. Vous êtes exactement comme les dictateurs qui sont en Afrique. Ou même
100 000 fois pire que les dictateurs. La vérité doit être dite. Mais sachez une chose, ce que Papa Simon Kimbangu avait dit, la prophétie, elle va se réaliser, mais ça ne sera pas un Congolais de la diaspora qui va avoir le pouvoir au Congo RDC. Ça sera un Congolais qui va sortir d'une famille très pauvre qu'on ne connaît même pas. C'est celui-là que Papa Simon Kimbangu avait prédit hier. Ça va se réaliser. Parce que les Congolais en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas vous qui allez être président en RDC. Ni les Rwandais que nous sommes en train de voir que la communauté internationale ont placé. Ça sera un Congolais qui va sortir de nulle part. Et retenez bien cette date. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août 2018. Retenez bien. Vous penserez à ce que le Thier avait dit. Retenez bien cette date. Le 23 août 2018. N'oubliez jamais cette date. Que Dieu bénisse toute la turbulence. Que Dieu bénisse tout son peuple qui souffre. Son peuple noir. Le peuple qu'il a créé à son image. Qui sont martyrisés partout par l'homme blanc. Mais à cause de la bêtise de l'homme noir. L'homme noir est dangereux. Excessivement dangereux. L'homme blanc est dangereux 100 000 fois. Mais l'homme noir est dangereux, je dirais, 600 000 fois. L'homme blanc est dangereux 100 000 fois, mais je te dis, l'homme noir est dangereux plus de 600 000 fois. Nous allons repartir aux Antilles. L'Église a vraiment bien rendu service. Hein. Mais Léopold II, il a fait un travail efficace. Et ça continue. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Ça continue. Nous allons un peu suivre ça. Après, nous allons passer sur autre chose. Que Dieu bénisse le peuple noir qui souffre éperdument dans le monde. Le projet des frères écoles chrétiennes est un projet d'émancipation. Pour eux, il n'y avait pas de limite au développement de l'instruction, que cette instruction-là ne pouvait pas se résumer uniquement à préparer des travailleurs qui puissent être et ne fonctionner que comme force d'exploitation dans un système social. Mais là s'opère un malentendu qui va aller en s'accentuant. Pour les notables de la colonie, la seule question qui vaille, c'est l'instruction de leur progéniture. C'est la garantie de leur ordre, c'est la reproduction de leur système. Ils se moquent, ils sont totalement indifférents, voire opposés au développement de l'école. Il n'y a pour eux d'école, il n'y a pour eux d'instruction que pour leur progéniture, que pour permettre à l'ordre colonial de perdurer. Voilà. Au milieu du 19e siècle. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Mais les Antillais ont des archives. Vous avez entendu. L'école n'est pas faite pour l'homme noir, mais faite pour leur progéniture. Donc la progéniture de l'homme blanc. Pourquoi? Pour que leur maltraitance puisse toujours continuer de génération en génération. L'Antillais l'a bien dit. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au XXIe siècle. Parce qu'il y a pas mal de Noirs vivant à Paris. Ils vivent dans des HLM, des gouvernements. Et ils se disent qu'ils ont réussi. Dans leur parking, ils ont 2 voitures qu'ils ont pris en crédit. Et ils se disent qu'ils ont réussi. Vous me faites pitié. Ça, c'est pas la réussite. Ça, c'est pas la réussite. C'est pas la réussite. Mon père a fait des grandes affaires au Congo-Brazzaville et il fait actuellement en France. Mais quand je regarde
certains Africains qui se disent qu'ils ont réussi en vivant dans des HLM du gouvernement français, les HLM, et en payant 1 à 2 voitures, ils se disent qu'ils ont réussi. En tout cas, l'aliénation totale vous a bien lavé le cerveau. Nous allons repartir aux Antilles. Moi, je suis un homme de la vérité et je continuerai à dire la vérité. Hein? Je ne suis pas un traître. Hein? Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de se faire connaître. Non. Déjà dans mes familles où je suis sorti, ce n'est pas des familles casseurs des cailloux. Fulbert Youlou, c'était mon oncle, le vrai président du Congo-Brazzaville. Voilà. Et Marien Gouabi, président du Congo, un grand ami à mon père. Le maréchal Mobutu, qui a fait subir les Aïrois hier, un grand ami aussi à mon père. Est-ce que vous voyez? Monseigneur Kombo, mon oncle, tous ceux qui ont gouverné le Congo-Brazzaville, ils connaissent ma famille, ils me connaissent, ils connaissent tout le monde. Je suis le seul enfant parmi les 18 à 19 gosses que mon père a, qui me suis levé contre ce qui se passe, la dictature de l'homme blanc. Mais tous mes autres parents, frères, sœurs, eux c'est l'argent. Eux ce sont des businessmen, femmes d'affaires. Mais moi, je suis le seul dans ma famille, un guerrier, qui a dit merde au système impérialiste, au système de l'homme blanc. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui me suis levé dans le combat pour me faire connaître. Non, j'étais déjà connu avant. Connu à partir de la famille dont je suis sorti. Vous voyez la famille Tshisekedi, la manière comment ils sont connus. La famille de mon père exactement bien connue. Mon père est connu par des blancs barbares qui sont en France. Mon père est connu par des blancs barbares qui sont aux États-Unis. En Italie, en Espagne, au Portugal, partout. Les blancs barbares. Et je suis le seul, parce que la majorité des députés qui passent en France, ils contactent mon père et disent, nous ne savons pas que tu allais avoir un fils ainsi. Mais oui, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu m'a fait pour me lever contre la barbarie de l'homme blanc. Et il y a pas mal de Noirs qui se disent, pour devenir président au Congo RDC, ils doivent s'agenouiller vis-à-vis de l'homme blanc. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. L'homme blanc qui a tué Patrice Lumumba, l'homme blanc qui a pris les dons de Patrice Lumumba, vous allez en Belgique, vous allez en Allemagne, vous allez en France, vous allez aux États-Unis. Et vous voulez faire la courbette à l'homme blanc? Mais c'est là où je comprends que l'éducation nationale, certains qui sont allés loin dans les études, au fait, sont les ennemis du peuple africain. Je comprends. Je comprends. Ce que l'Afrique est en train de subir, c'est par rapport à la jalousie, la haine de l'homme noir. L'homme noir, la jalousie, la haine. Ils sont rongés de la jalousie et la haine. Et les dictateurs, quand je fais les directs, eux tous, ils sont en train de suivre. Et il y a des dictateurs comme Sassou, en première classe. Ils cassent les bouteilles de champagne et les verres. Voilà. Mais tout se paye. Vous les haineux, vous que je n'ai jamais connu dans ma vie en face, mais on s'est connu dans les réseaux sociaux. Vous êtes en train de parler du mal de moi. Vous êtes en train de monter les uns et les autres contre moi. Connaissez-vous qui est le tiers africain en face de vous? Sur les réseaux sociaux. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez que sur les réseaux sociaux. Mais honte à vous. Honte à vous. Parce que vous devrez avoir honte. Vous êtes, au contraire, les ennemis du peuple africain. Parce que moi qui me lève, moi qui fais des choses qui pointent l'homme blanc,
des crimes d'atrocité. Moi qui ai eu à faire tout le temps depuis l'affaire, montrer les enfants du Congo RDC, comment ils sont dans les mines de diamants et de cobalt et de coltan, qu'on maltraite. Posez la question à Martin Sali qui me connaît. Il vous dira. Vous ne me connaissez pas, mais Martin Sali, il me connaît. La plupart de vous, je vous ai connu sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai déjà connu Maître Jackson? Non. On ne s'est jamais vu. Est-ce que j'ai déjà connu Lambert Goy? Non. Est-ce que j'ai déjà connu Maître Dino Will comme ça en face? Non. Mais vous avez la haine contre moi. Vous montez les uns et les autres contre moi. Pitié. Pitié. Tiens, quoi. Quand je vous regarde, c'est là où ce que je vois. Pourquoi le maréchal Mobutu a tué Patrice Lumumba? Quand je vous vois, je comprends pourquoi un Kabila est au Congo RDC. Quand je vous vois, je comprends pourquoi les enfants de l'Afrique fuient l'Afrique. Je comprends. Je comprends pourquoi les enfants quittent l'Afrique. Je comprends. Il y a des Antillais qui se levaient dans Paris, mais qui ne parlaient pas comme moi je parlais. Est-ce que vous savez, quand je pointais du doigt Nicolas Sarkozy, il y a des tueurs du gouvernement français qui m'observaient. Mais vous savez pourquoi en France on ne me tue pas? Pourquoi on n'a jamais tiré sur moi? Parce que j'ai des parents blancs comme eux. Si j'étais quelqu'un de noir 100%, ils allaient tirer sur moi depuis. Mais écoutez une chose. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parce que je vous connais. Hein. Quand je vous regarde dans les réseaux sociaux, ce que vous êtes en train de faire, vous croyez que chasser des dictateurs, ça sera dans les réseaux sociaux? Non. C'est dans les terrains. C'est sortir, aller devant les bâtiments des multinationales. Est-ce que vous avez des couilles? Est-ce que vous avez des couilles d'aller devant les bâtiments des multinationales? Alors, allez-y crier dans les bâtiments des multinationales. Et on verra si vous avez des couilles. Mais vous n'avez pas des couilles. Vous avez des couilles dans les réseaux sociaux. Vous avez des couilles dans les réseaux sociaux. Et ça, vous devez le savoir. La plupart des combattants du Congo RDC, Jimmy Congo, il connaît qui je suis. Et moi, je connais la valeur de Jimmy Congo. Je connais. Je connais Pacheli qui il est. Un garçon comme ça. Je connais Martin Sali. Hein? Eux, ils peuvent vous dire qui est le tiers africain. Hein? Mais vous ne me connaissez pas. Mais les autres me connaissent. Je connais qui est Rismo Congo. Hein? Et lui, il connaît qui je suis. Mais la plupart, vous ne me connaissez pas. Posez la question à Christine Zekou. Elle me connaît. Posez-la la question. Lazare, qui est un frère ivoirien, lui, il connaît que je suis. Mais le reste, est-ce que vous me connaissez? Mais attendez, il faut respecter les gens. Vous voulez monter les uns et les autres. Monter les uns et les autres. Vous regardez dans les pages qui est ami avec le tiers pour monter les uns contre les autres. Mais vous n'allez jamais réussir. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'aller à votre propre fin. Parce que vous avez le venin de Hippolyte Kanambi. Vous avez le venin de Sassou Nguesso, le tueur des Congolais. Vous avez le venin de Ali Bongo, PDG des ordures. Vous avez le venin du dictateur Obiang. Vous avez le venin du dictateur Paul Kagame et des autres dictateurs en Afrique. Le message est clair. Nous allons repartir aux Antilles. La France se tourne vers le Pacifique. Les missionnaires, là aussi, ont déjà pris leurs aises. Ce sont eux, les maîtres blancs, qui font l'école de Dieu. Et en 1860, quand le contre-amiral Guillain débarque en Nouvelle-Calédonie, c'est pour faire régner la loi de la métropole, quitte à écraser un pouvoir coutumier fort en place depuis des siècles, celui des Kanaks. Ses premières mesures de gouverneur, établir un nouvel ordre social, l'indigénat,
envoyer les Kanaks dans des réserves et interdire aux missionnaires de faire l'école en langue indigène. L'espace colonial, c'était un espace clivé en Nouvelle-Calédonie, où les gens cohabitaient, mais vivaient quand même dans des espaces qui étaient relativement séparés. Bon, ils se retrouvaient pour des raisons de travail, mais c'était quand même assez séparé. Et donc, à partir de là, sur ces deux bases, ces deux types d'espaces, l'espace européen et l'espace kanak, se sont implantés des systèmes scolaires différents. C'est simple, l'école publique pour des Européens et des enfants, il y aura des enfants kanaks qui vont être aussi dedans, mais c'est des enfants kanaks de parents qui sont déjà un peu dans l'administration. Et puis les écoles confessionnelles qui sont des écoles majoritairement kanaks. La bonne société coloniale, non, on voit ces enfants dans l'enseignement public, réservé aux Européens. Il n'y a pas de mixité scolaire en Nouvelle-Calédonie. La question s'est posée à Nouméa de la possibilité, pour les quelques enfants kanaks qu'il y avait à Nouméa, les enfants domestiques, de pouvoir s'asseoir sur les mêmes bancs que les Européens dans les écoles communales. Et ça n'a jamais été accepté. Dans ce qu'on a, vous parlez, vous avez dit école à deux vitesses, pourquoi pas parler d'école de la ségrégation? Le souci, c'est de faire des bons chrétiens, comme je veux dire, des bons kanaks. Quand je dis bons kanaks, c'est-à-dire que des kanaks qui peut être aussi une main-d'œuvre docile pour dire le développement de la Nouvelle-Calédonie. L'outre-mer français est vaste, contrasté. C'est pourtant le même programme qui s'applique dans ces écoles. Former une main-d'œuvre locale pour développer les territoires colonisés. Une école élémentaire qui porte bien son nom. Dans l'esprit des autorités françaises, il s'agit de former quoi ? De dispenser une école rudimentaire, un savoir rudimentaire à des populations pour les amener assez rapidement au travail. Donc, pour les autorités françaises, la réponse à cette préoccupation passe par des écoles élémentaires dispensant d'un savoir limité, on va dire utile, et en direction des populations de couleur. S'agissant de la morale, elle emprunte pour une part à la morale religieuse dominante, pour une part à une certaine percée de la morale laïque. Mais c'est encore timide. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, si cela est vrai en France, cela l'est davantage encore en Guadeloupe, du fait même de la réalité coloniale qui n'entend pas que le jeune Guadeloupéen, surtout s'il est noir, puisse avoir une pensée en dehors de la pensée religieuse. Il faut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour que les mentalités et les politiques scolaires changent. Cette révolution, on la doit à l'homme fort des Républicains, Jules Ferry. Nous sommes en 1870, la Troisième République voit le jour dans la défaite face aux Allemands. Et pour sortir le pays du tourment, les Républicains veulent voir plus loin. Ils se lancent dans de nouvelles conquêtes coloniales. Dans le même temps, ils imaginent un nouveau projet social, l'État-nation. Bretons, Basques, Berrichons, Calédoniens, Congolais ou Antillais, tous sans distinction doivent devenir des citoyens de l'Empire français. Pour mieux comprendre l'ambition républicaine, il faut se tourner vers les États-Unis, où les chercheurs conçoivent avant tout la France comme un empire. La Troisième République a hérité d'un empire. Elle succède à un régime qui s'est lui-même appelé empire. Le Second Empire s'est appliqué à faire tout ce que les empires font. D'ailleurs, Napoléon III a eu cette phrase célèbre « Je suis aussi bien l'empereur des Arabes que celui des Français ». Alors que va faire la Troisième République après la défaite de 1871 ? Elle va tenter de se distinguer de l'Empire qui vient de s'éteindre, tout en s'attachant à réguler l'Empire dont elle vient d'hériter.
Et cette situation s'est avérée ambivalente dès le départ. Après la guerre de 1870, les autorités françaises sont traumatisées. De nombreuses critiques portent sur l'école et rendent l'école en partie responsable de la défaite française de 1870. Et il convient pour une partie des républicains donc de faire de l'école ce qu'a dit Ferry, la République fera l'école fera la République. Il s'agira donc de préparer l'écolier à être demain un bon soldat et un bon citoyen, à aimer la France. Et dans les modèles qui ont été imaginés à cette époque, c'est justement donc une identification à une histoire mythique de la France qui est susceptible de surmonter toutes ces difficultés et de résister à tous ceux qui voudraient lui faire la guerre. Fabriquer un citoyen soldat pour reconstruire la France. Voilà l'ambition des Républicains. L'un d'eux, Jules Ferry, a décidé que l'école serait l'outil de cette mutation. Gratuité, obligation, laïcité, entre 1880 et 1884, les lois Ferry révolutionnent l'institution scolaire. L'heure est à la rupture. Mais si cette école de la République doit émanciper l'individu, elle doit aussi lui transmettre une certaine idée de la France, le pays des Lumières. Quand Jules Ferry prend en main ce ministère de l'instruction publique, Ferry est un républicain, c'est vrai, mais Ferry est surtout un nationaliste français. En ce sens que ce que Ferry veut, c'est tout de même répandre la pensée, l'idéologie qui est celle du nationalisme français. Les élèves qui vont fréquenter les écoles sont donc amenés à recevoir la France comme étant la puissance civilisatrice, la mère patrie. Ce qu'on leur demande par-dessus tout, c'est de réciter quasiment un texte déjà construit, notamment les humanités. Elles ne sont jamais pensées à partir de l'humain qui est présent en face du maître, mais sont pensées à partir de l'humain qui est censé être l'humain universel, c'est-à-dire le Français qui vit en France. Alors, le Petit Lavis, édition 1932, c'est le cours moyen, donc classe de 8e et 7e des lycées et collèges, garçons et jeunes filles. Enfants, tu vois sur la couverture de ce livre les fleurs et les fruits de la France. Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de la France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande. Signé Ernest Lavis. Et il y a un chapitre sur la colonisation, puis ce qui est important surtout dans ces manuels, sont les résumés, ce que les enfants devaient apprendre par cœur. Alors voilà le seul passage qui concerne l'Empire colonial, page 245, avec une carte d'ailleurs. La République a augmenté notre empire colonial en Asie du Tonkin, en Afrique de la Tunisie, du Maroc, du Soudan, de Madagascar, etc. Les colonies françaises, dont la population est de 60 millions d'habitants, rendent de grands services à notre commerce et à notre industrie. Point. Il n'y a pas un mot sur l'esclavage. Pas un. Il n'y a pas eu d'esclavage jamais. Il n'y a pas eu suppression de l'esclavage sous la Révolution. Il n'y a pas eu rétablissement. Et il n'y a pas eu de loi Schellcher en 1848. Rien. Et moi, je l'ai eu à la fin des années 40. 1940. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment... ça n'existait pas dans les programmes. C'est le tabou total. L'inspecteur général Ernest Lavis a créé un manuel destiné à tous les petits-enfants de France des classes élémentaires qui correspondait à la loi sur l'enseignement obligatoire. Donc il a fabriqué une histoire nationale hexagonale. Une histoire nationale pour se remettre de Sedan. Une histoire nationale qui doit inculquer aux écoliers de métropole et des colonies une certaine idée de la France, à l'image d'une patrie forte, une et indivisible. La fabrique de la République, de la citoyenneté, s'est faite au détriment des spécificités. Sauf que tout ça a dû se faire par un outil qui était l'école. Ce qu'on ne doit jamais oublier quand on parle de l'école des colonies,
c'est que le modèle, c'était le modèle que l'État a utilisé pour fabriquer la France elle-même. C'est pas pour les Congolais ou les Guyanais qu'on a inventé